bienvenue à cette rencontre organisée par le réseau Inondation intersectorielle du Québec. C'est une rencontre un petit peu spéciale aujourd'hui parce que nous sommes le 10 octobre et dans 3 jours aura lieu la Journée internationale de réduction des risques de catastrophes. À cette occasion, nous accueillons deux experts en gestion des risques. Yannick Aymon, un expert qui travaille à l'Université du Québec à Montréal, où il est professeur dans le département de géographie, où il est aussi le directeur du programme de résilience, risques et catastrophes. Bonjour Yannick. Bonjour. Et nous avons aussi la chance d'accueillir Patrick Lagadec, qui est un expert français et intervenant dans le domaine de la prévention du pilotage de crises majeures. Il est notamment le promoteur de la réflexion sur le pilotage de grandes crises à portée systémique en univers chaotique. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un échange de questions-réponses où les deux experts vont pouvoir s'exprimer librement sur des questions d'actualité qui sont soulevées par le bilan de mi-parcours du cadre d'action de Sendai et sur les obstacles à l'adaptation d'une part, mais aussi sur les perspectives positives éventuellement, si on y arrive, à mettre en place pour savoir comment s'orienter à partir de maintenant. Je commence tout de suite avec une première question pour briser la glace. Mais selon vous, quel constat peut-on tirer des événements météorologiques liés au changement climatique? Par exemple, l'augmentation de la fréquence, de l'intensité de tout ce qui est inondation, feux de forêt qui frappent tant l'Europe que le Canada depuis quelques années. Quels sont vos constats là-dessus? En fait, le premier constat, c'est que visiblement, tout ce qu'on a fait comme outil pour modéliser ces événements-là, pour mieux les comprendre, n'ont pas su anticiper ces ampleurs-là et surtout cette nouvelle fréquence. Donc, c'est comme si à chaque fois qu'il se produit un événement, nos systèmes qui anticipent n'y parviennent pas. Que ce soit dans l'ampleur ou dans la fréquence ou dans l'espace, tu sais, en fait, dans l'espace-temps, donc dans la durée. Faut savoir là, qu'en gestion de catastrophe, pendant beaucoup d'années, nos systèmes ont été conçus pour des événements soudains pour lesquels rapidement on gère des conséquences, mais non pas l'événement, mais vraiment que les conséquences. Et là, on se retrouve dans un paradigme où on doit gérer les deux. Donc, autant l'événement qui perdure dans le temps que les conséquences que ça génère à travers ce temps-là, qui sont de plus en plus graves et qui viennent justement affecter les communautés beaucoup plus vulnérables et qui font ressortir les inégalités qu'on voit. Là, la pandémie en a été un bel exemple. Merci Patrick, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, ben, pour moi, exactement dans la ligne de ce que vient de dire Yannick, on dit pour un avion, il a un domaine de vol. C'est-à-dire qu'il est fabriqué pour un ensemble de paramètres pour lesquels ça tient, mais s'il sort de ce domaine de vol, ça va très mal se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette accumulation constante et accélérée de phénomènes majeurs. Vous avez eu les grands incendies au Canada hors contrôle. Nous, on a eu des problèmes de sécheresse. On a failli évacuer une ville de 200 000 habitants pour 3 4 mois. Bon, on est face à des événements qui s'accumulent, qui s'entrecroisent, qui donnent autre chose et qui nous projettent en dehors de nos domaines de vol. C'est-à-dire que nos logiques de gestion, d'anticipation, de travail, etc., tout ça, c'est bien sympathique, il faut le garder, mais les défis aujourd'hui sortent de ça. Et donc, on se retrouve là-dessus, et avec des répercussions de fond. C'est-à-dire que ça atteint la confiance, et vous avez effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des populations qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, des gens beaucoup plus exposés, et donc, ça vous donne des turbulences sociétales également extrêmement nouvelles et surprenantes. Et c'est là-dessus qu'on est projeté aujourd'hui. Or, moi, j'interviens justement pour aider les organisations à penser ces sorties de domaine de vol. Mais le problème numéro un qu'on a, c'est que c'est un tel inconfort de sortir des logiques habituelles que très souvent, c'est l'évitement. Et donc, ça, c'est un problème majeur que nous avons à traiter aujourd'hui. Mais Ouais, alors, puis pardon. pour faire du chemin sur ce que Patrick dit, tu sais, il y a un nouveau terme. En fait, il y a un terme qui a émergé, mais
qu'on pense qui est nouveau, mais qui ne l'est pas, qui est les polycrises. Les événements, tu sais, ce qu'on apprend des derniers événements, c'est que c'est plus un événement qui arrive et le prochain attend en ligne de se produire une fois que je suis prêt à y faire face, et ainsi de suite. Les événements sont de plus en plus simultanés. En fait, ils arrivent en même temps sur différents espaces en termes de territoire, mais aussi dans le temps. Donc, ils vont s'enchevêtrer et on a vu émerger l'an dernier avec le rapport du Forum économique mondial la notion de polycrise, mais pour connaître Patrick pour le lire depuis longtemps et le connaître depuis longtemps, c'est quelque chose auquel il nous a déjà averti, cette notion-là justement d'inconnu et de crise qui se multiplient entre elles et qu'on a appelé polycrise. Mais c'est pas nouveau. C'est juste qu'on dirait que nos dirigeants en prennent maintenant conscience et effectivement, il y a un inconfort total parce qu'il y a une perte de repère. On ne sait plus quoi faire. On est fait, on est conditionné pour traiter les événements de façon séparée, non pas en même temps. Je peux donner juste un petit exemple exactement là-dedans. Cet été, j'ai lu, c'était dans le New York Times, une étude américaine disant qu'en cas de canicule plus blackout à Phoenix, Arizona, c'est 800 000 personnes aux urgences. Bon, alors, on prend un cas moins important, Atlanta, 3%. Ça veut dire que pour la région parisienne, c'est 30 000 personnes aux urgences. Bah, il n'y a rien qui. Bon, donc, on ne dit pas qu'il y a un peu plus de gens. C'est un autre monde et c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment ça. Polycrise extérieure, voilà. Et ce qu'il faut éviter, c'est qu'on dit non, non, merci, pas pour nous, quoi. Non, non, attendez, c'est votre boulot. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Ben alors justement, là, maintenant que le contexte a bien été implanté et que on est à mi-chemin de l'application du cadre de Sendai, là, que les premiers bilans sont en train d'être tirés, quels sont les progrès que vous avez observés ou au contraire, les points qui requièrent plus d'efforts en termes de réduction des risques? Euh, en termes de progrès, euh, on s'est beaucoup, dans la première portion, là, on s'est beaucoup concentré sur la priorité numéro un, comprendre les risques de catastrophe. Donc là, il y a eu, si je prends ici au Québec, mais Patrick pourra nous en parler pour en France ou en Europe, mais ici au Québec, là, il y a eu plein de projets qui ont été lancés pour comprendre les risques, comme si c'était totalement nouveau. On n'avait jamais travaillé à comprendre les risques. Donc là, on réinvestit à comprendre les risques, à faire de nouvelles cartes, à faire de nouvelles schématisations pour se rendre compte finalement que l'événement va se produire différemment. Il ne se produit pas au moment où je voudrais. Les inondations n'ont plus lieu juste au printemps, ils ont lieu tout le temps. C'est plus uniquement des embâcles ou de la fonte des neiges ou tout ça. Des fois, c'est des pluies diluviennes, comme on a eu encore une fois, nous, ici, ce week-end, au Québec. Il y a eu beaucoup de pluie, des terrains qui ont été inondés qui normalement ne le sont pas. Donc, il y a toute cette transformation-là. Donc, on a été très fort pour les comprendre, mais encore une fois, dans l'application, dans la prise de conscience, on a de la difficulté à amener les dirigeants dans l'action. C'est comme si fallait que je connaisse complètement l'environnement. Donc, toute cette notion-là d'inconnu, d'imprévisibilité, ben, je suis pas capable de faire face. Donc, on va lever le plus possible cette imprévisibilité-là, mais on sait pertinemment que c'est pas possible. Donc, il faut être capable d'agir dans 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 cette complexité-là et dans cette imprévisibilité-là. Et, euh, en tout cas, moi, de mon côté, j'y travaille beaucoup. J'ai appelé ça l'improvisation. Encore une fois, on pense que c'est nouveau, mais les écrits remontent aux années 80-90 sur l'improvisation en gestion de crise ou de catastrophe. C'est comme si on avait oublié que on peut pas tout anticiper et qu'à un moment donné, il faut être dans l'action. Puis je sais que Patrick travaille beaucoup là-dessus, à amener les dirigeants à être dans l'action puis à être confortable avec cet inconnu-là. Mais tu sais, le mi-parcours de Sendai, là, en fait, le constat, c'est qu'il en reste encore beaucoup à faire. Il va falloir se mettre en action là. Il va falloir aller au-delà de se protéger, mais commencer réellement à s'adapter. Donc, changer nos comportements, changer nos visions, notre façon de faire, nos organisations, parce que sinon, on n'y arrivera pas, là. Ouais, je suis tout à fait dans la ligne. On n'y arrivera pas si on ne change pas. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sensibilisation beaucoup plus forte.
et que ces questions passent dans le langage courant. Et ça devient médiatiquement bien porté. Enfin, c'est le normal aujourd'hui. Il y a des premières actions. Alors, on va faire attention à l'énergie, on va faire attention quand même un petit peu au déplacement, mais quelque part, ça reste marginal. Euh, on n'a pas en tête qu'il faut changer. Alors, il y a bien eu, par exemple, la tempête de glace en 98. Enfin, c'était un accident. On n'a pas du tout intégré que, attendez, mais la nouvelle norme aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des méga chocs constants et en combinaison. Et donc, il faut se mettre sur l'autre rive et ne pas rester ici en disant, bah, on va quand même peut-être à la limite faire beaucoup de constats, faire beaucoup d'études, et puis on verra comment. Non, on n'a pas beaucoup le temps. Et ma conviction, c'est que si on ne passe pas du marginal à la détermination d'action de fond, ce qu'on risque, c'est un décrochage. C'est-à-dire que les gens, et ça commence à venir, j'entendais tout à l'heure un sondage qui disait qu'il n'y a plus que 57% des Français qui pensent que le climat, c'est quand même important, quoi. Attendez, mais un décrochage sur le mode, comme disait un ancien président de la République, là, l'environnement, ça commence à bien faire, quoi. Bon, ça suffit. Si c'est à ce point compliqué, on ne fait plus rien. Donc, ou bien on aura de la détermination, comme disait Yannick, à voir et aller de l'avant, ou bien on risque un repli petit à petit. Puis des gens disent, bah, écoute, on va en profiter au maximum tant que ce n'est pas la fin du monde, et puis on va laisser faire. Alors là, vraiment, on va en prendre plein la figure. Et ce qui est important, c'est effectivement, moi, je crois, de prendre acte du fait qu'on change d'univers et sur lequel il va falloir intervenir. Mais ça suppose bah, pas mal de courage intellectuel et du courage de pilotage. Et non pas de suivre en disant je suis leur leader, donc je dois les suivre, quoi. Il va falloir faire quelque chose tout en comprenant que certes c'est complexe, mais l'énergie que je vais mettre dedans, c'est une énergie positive et non pas une énergie de défense de l'imagino, quoi. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore fait on fait des concessions, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc, de manière générale, moi, ce que je ressors de tout ça, c'est qu'il y a pas mal de progrès qui sont observés, par exemple, au niveau de la perception des risques, au niveau de la catégorisation des risques, mais qu'il y a quand même encore beaucoup de points à travailler, puis des façons de faire à modifier. Ça peut peut-être être un peu décourageant pour les gestionnaires, pour la population, etc. Donc, ce que j'aurais envie de demander, c'est est-ce qu'il y a aussi un premier bilan positif que vous souhaiteriez souligner? Alors, je vais laisser Patrick y Ouais, aller. moi, j'ai en tête je n'arrête pas, je vois tous les jours des initiatives absolument remarquables prises par nos voisins belges. Je sais pas, le gouverneur du Brabant wallon, par exemple, qui était encore, il y était la semaine dernière, mais il était il y a 3 jours, avec les citoyens pour travailler sur ces questions. Non pas pour leur expliquer qu'il n'y a rien, ou bien que c'est fini, ou bien je ne sais pas quoi. Non, mais il est avec eux, au milieu d'eux, pour leur dire, écoutez, voilà la situation telle que nous voyons, comment vous la voyez, comment on peut combiner nos capacités. Et donc, ce n'est pas un discours, c'est une action dans la situation, et c'est ça qui produit de l'intelligence collective, de la volonté collective et de la confiance collective. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, au lieu de dire bah, j'ai peur, c'est pas le moment, on verra ça plus tard, l'année prochaine. Non, non, sur le terrain, tout de suite avec tous les acteurs. Mais ça suppose que les dirigeants ne soient pas pétris de trouille, quoi. Il faut qu'ils y aillent et qu'ils disent écoutez, enfin, un petit peu comme le Premier ministre du Québec l'avait dit pendant la crise du verglas, bah, attendez, moi je me suis fait avoir comme vous, hein. Je suis allé à l'hôtel parce que je n'ai pas pu rejoindre Québec, j'étais à Montréal. Et puis, ben on y va. Et c'est cette dynamique, cette énergie dont nous avons besoin parce que, comme me disait quelqu'un qui a probablement fait un peu de physique, quand on veut changer de niveau d'orbite pour les électrons et autres, il faut de l'énergie. Et donc, je pense qu'il y a urgence pour qu'on mette de l'énergie avant qu'on perde toute cette énergie par décrochage généralisé et abandon, en disant non, c'est fichu. On n'a pas beaucoup de temps, mais il faut justement prendre ce temps pour créer les conditions d'émergence avec les uns et les autres d'une volonté collective. Ce serait ça mon sentiment. Donc, ma question, qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est ça que je pose comme question aux dirigeants. Quelles initiatives vous pouvez prendre? Ça me semble beaucoup plus important que de faire un énième constat de 300 pages sur tous les risques qui peuvent nous tomber dessus, quoi. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, Patrick a donné un exemple d'endroit où ça fonctionne. Euh, Moi, je pense qu'on sait quoi faire. Je pense que la solution se trouve à différents endroits. On a des communautés, tu sais, on a des communautés qui arrivent à devenir quasi autosuffisants en faisant de l'agriculture urbaine, par exemple. On a des communautés qui arrivent à vivre en harmonie avec la nature sans nécessairement délaisser leur confort. Il y a des études qui sont sorties pour nous expliquer ça représente quoi, en fait, s'adapter au climat. Tu sais, les gens, même moi, le premier, j'étais surpris, là. On sait que tu sais, je vais pouvoir climatiser ma maison, je vais pouvoir la chauffer. Euh, bon, oui, j'aurai pas le nouvel appareil électronique chaque année. J'en aurai pas un pour les 4 membres de ma famille, mais on va pouvoir en avoir. Donc, on sait quoi faire, on sait comment le faire, on sait que des gens parviennent à le faire, mais j'aime bien cette idée-là, c'est qu'on n'arrive pas à trouver l'énergie de le faire collectivement. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un côté positif parce qu'il y a des initiatives qui se mettent en place, que ce soit au Québec, mais à travers le monde. Il y a des documentaires qui sortent sur vraiment plein d'initiatives, surtout les jeunes, beaucoup les jeunes qui font ça. Début vingtaine, là, ils font des choses. Moi, je faisais pas ça à 20 ans, là. J'étais occupé à faire d'autres choses. Mais, tu sais, c'est beau à voir. Donc, on sait que c'est possible. Ce qui nous manque, c'est vraiment cette énergie-là. J'aime vraiment l'image que Patrick a utilisée là, tu sais, pour changer d'orbite. Donc, euh, et ça en demande beaucoup de l'énergie collective pour être capable d'amener tout le monde vers ce nouvel état-là, en fait, qui, tu sais, ce nouvel, dans cette transformation, si on veut, qui, oui, va venir changer beaucoup de choses, mais on sera pas, il n'y a pas énormément de sacrifices à faire. Ça nous est souvent présenté, quand on parle, par exemple, d'adaptation au changement climatique, ça nous est souvent présenté comme étant plein de sacrifices qu'on doit faire à notre bien-être, mais il y en a, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Et si ça se trouve, il y a beaucoup de populations qui vivent des iniquités qui, eux, vont y gagner beaucoup. Fait que oui, peut-être que des personnes un peu mieux nanties, qui vivent dans des maisons trop grandes de toute façon, pour leurs besoins, oui, peut-être qu'eux vont faire peut-être un sacrifice en termes d'espace, mais il y en a beaucoup, on va en amener beaucoup dans cette transformation-là qui vont gagner et collectivement, on va être à même de mieux faire face justement à ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient, ça ne sera pas nécessairement agréable pour tout le monde et ça serait bien que justement ces principes-là d'équité se mettent en place pour qu'on puisse collectivement y faire face beaucoup mieux là, que qu'est-ce qu'on a là, parce que cette énergie-là, on l'a pas présentement. Donc, collectivement, on n'y arrive pas. On est très bon pour se protéger. Moi, je le dis tout le temps, on est super bon pour se protéger, mais on n'arrive pas à s'adapter. On n'arrive pas à changer nos comportements. Fait qu'il va falloir trouver cette énergie-là. J'aime bien l'image que Patrick a amenée. Là. Il va falloir qu'on trouve une façon d'insuffler cette énergie-là aux dirigeants pour qu'elle percole, en fait, au niveau de la population. Et dans cette ligne, être prêt à avoir des surprises. Je connais une adolescente enfin, chez nos amis, 16 ans. Elle a pris son papier, un crayon, et elle est allée dans tout le 5e arrondissement faire une étude personnelle de tous les immeubles sur lesquels on pourrait mettre quelque chose de plus vert que ce qu'il y a. Elle a fait un dossier. Elle est allée voir la maire du 5e arrondissement à Paris en disant, voilà le dossier. Bon, initiative personnelle, conviction personnelle, qui n'est pas on rase tout. Non, non, mais dans la situation, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent et être prêt, quand on est dirigeant, à recevoir des, des suggestions, des dynamiques venant un peu de partout, sans être obligé d'être tout de suite en défensive en disant ils vont tous paniquer. Non, 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 les premiers qui paniquent sont les dirigeants. Donc, être à l'écoute et puis aider à éviter tout ce qui tient vraiment pas,
à mettre en appui pour mettre en place, ben, c'est cette dynamique positive dans laquelle chacun va se retrouver, parce que si on fait communauté, c'est quand même plus sympathique que tout se taper dessus en disant il n'y a plus, il y a plus de futur, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et j'ai toujours vu que dans les situations collectives, là, les grands colloques ou autres, quand on écoute et quand on fait confiance et quand on appelle, etc., très vite, il y a quelque chose qui est produit de l'ordre du très positif. Mais ça suppose un dirigeant qui n'est pas mis en cause parce qu'il y a de l'intelligence ailleurs que chez lui, quoi. Ça, c'est important. Donc là, j'entends qu'il y a une espèce d'invitation pour les dirigeants à faire place au dialogue avec la population. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses éventuellement que vous verriez comme des points sur lesquels ils devraient concentrer leurs efforts maintenant? Ben, moi, je vais refaire du chemin sur ce qu'on disait avant, là. Au lieu d'avoir un paquet de programmes pour se protéger, ben, avoir des programmes pour justement initier cette énergie-là. Avoir l'étincelle qui va mettre en branle toute l'énergie nécessaire collectivement. Donc, au lieu d'avoir des incitatifs à avoir des maisons éco-énergétiques, avoir des... Tu sais, c'est correct. Puis le problème, on l'a vu avec la voiture électrique. Tu sais, on transfère le problème, là. Tu sais, c'est pas le mode de propulsion de la voiture, le problème, c'est la voiture. Donc, on devrait avoir des programmes pour changer nos habitudes de déplacement plutôt que de changer uniquement la propulsion de ce transport-là. Donc, c'est vraiment sur ces points-là, moi, je pense que les dirigeants doivent travailler, doivent inciter ce changement de comportement-là et récompenser l'énergie que les gens vont mettre à changer leur comportement. Oui, dans le webinaire récemment avec vous, là, je citais un cas d'une autoroute qui a été bloquée et comment j'ai passé une dizaine d'heures avec le président de cette autoroute pour lui dire on va réunir une centaine de personnes. Si vous voulez réussir, l'introduction que vous allez faire, c'est moins de 3 minutes. La seule chose que vous pouvez dire, c'est je crois qu'il y a eu un gros problème. Il y avait eu de la neige pendant 36 heures sur l'autoroute qui ont bloqué 4000 personnes. Il s'est posé un grave problème. Je viens vous écouter. Il n'y aura pas d'exposé pour vous expliquer à quel point une autoroute, c'est fantastique quand il neige pas. Et après, nous ferons le point. Maintenant, je me rassois. Si vous faites ça en 3 minutes, vous avez gagné. Si vous venez faire un grand discours montrant à quel point l'autoroute, c'est l'avenir de l'humanité, tous ces gens qui ont passé 36 heures sous la neige, dans leur voiture, être glacés, c'est insupportable. Donc, je crois qu'il y a un travail, quelquefois en individuel, avec les dirigeants. Certes, ils ont été informés qu'il y avait un véritable problème, mais quelque part, ils sont extrêmement inquiets. Inquiets de la panique de la population, inquiets de perdre leur leadership, inquiets de ne pas avoir les réponses à tout, inquiets des refus, des révoltes aujourd'hui. Oh là là, ils vont mettre des gilets jaunes, alors il faut rien faire du tout. Donc, il faut éviter qu'ils en arrivent à dire bah, le GIEC, ils exagèrent un peu quand même, ils sont un peu militants, nous, on n'est pas comme ça. Non, il faut vraiment respirer un peu, quoi. Et ça demande un peu de temps, de réflexion sur ce qu'ils pourraient faire, de réflexion avec eux, pour qu'ils puissent retrouver leur marque dans un territoire, ils l'ont plus. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est inquiétant. Ils ont été formés dans des universités, des écoles dans lesquelles on leur a dit, attendez, voilà les meilleurs outils, et avec ça, bah, c'est même plus la peine de dialoguer, puisque vous faites ce qu'il y a de mieux pour les gens. Ben oui, mais vos outils, ça sert pour de petites surfaces à l'intérieur une grande surface qui ne marche plus. Donc là, il y a un travail à faire pour les aider eux-mêmes à mieux absorber leur propre angoisse face à un sujet pour lequel ils n'ont pas les réponses. Eh bien, aujourd'hui, ils vont devoir traiter des sujets pour lesquels on n'a pas les réponses. Et dans nos universités, ce serait bien de faire des unités où on travaille sur l'inconnu, sur l'ignorance, sur comment on fait avec d'autres quand on ne sait pas, et non pas, tenez, voilà toutes les solutions, et comme ça, vous pourrez les imposer, vous faites ce qu'il y a de mieux. Et donc, ce n'est même pas la peine d'écouter les autres. Mais je pense qu'il y a un travail fondamental à faire,
Et d'ailleurs, si on le faisait, je crois que ça intéresserait beaucoup les jeunes, parce que la jeune génération, elle n'est pas dupe, elle sait très bien que on brandit des solutions, mais elles ne tiennent pas forcément, quoi. Donc, il y a un travail de fond à faire de ce côté-là. Et puis après, ben, comment je me reconnecte avec l'ensemble des, des- des- pas des citoyens et des communautés dans cet univers complexe, avec également, lui, ses pathologies aussi. Et donc, comment je conduis aujourd'hui des systèmes à travers ben, ces domaines de plus en plus chahutés, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Mais encore une fois, il y a un peu d'urgence parce que si on ne le fait pas, c'est le repris et la bunkérisation et la ligne Maginot qui est partout à l'emporter. Et donc, c'est toujours plus facile de développer de la haine que de développer de la créativité, quoi. Et là, il y a une vraie urgence, comme vous le dites, de modifier les comportements, de modifier aussi les perceptions. C'est vraiment des choses qui, selon moi, de mon point de vue, sont à envisager sur le long terme. Mais le cadre d'action de santé, il est prévu pour se terminer en 2030, puis on est déjà à la fin de 2023. Donc, est-ce qu'il y aurait des défis vraiment identifiés sur lesquels, selon vous, il faudrait travailler à partir de maintenant? Moi, je pense que, en fait, le principal défi, là, c'est de mettre en marche ce changement de comportement parce qu'il se fera pas. euh, en fait, ça va être un objectif à atteindre. Donc, idéalement, on l'atteindra jamais parce qu'on va être toujours en train de se modifier, de modifier notre comportement. Puis moi, je pense que notre principal défi, c'est d'avoir cette énergie-là de le faire et de le faire rapidement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en souffrent. Euh, Tu sais, des iniquités. Puis c'est vraiment intéressant le thème cette année de la journée de réduction parce que c'est vraiment ça. On le voit là ici au Québec, il y a une inondation. Oui, ça affecte des gens, puis il y a des iniquités au Québec là, c'est indéniable. Euh, mais à travers le monde, la même inondation ailleurs, euh, en Afrique ou au Bangladesh, n'a pas la même ampleur, n'a pas les mêmes conséquences psychosociales, économiques. Fait que déjà ici, quand ça se produit, on trouve que tu sais, il y a des personnes qui ont de la difficulté, on va appauvrir des gens. Tu sais, ici, on a un terme, là, on les appelle les doubles sinistrés. Donc, ils sont sinistrés par le sinistre, mais également par la lourdeur administrative et ils n'y arrivent pas, en fait, à, 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 à se rétablir parce qu'ils n'arrivent pas à passer à travers le système. Euh, ben, il faut initier ces changements-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont déjà, en partant, être moins impactées. Fait que c'est déjà bien. Puis c'est comme ça à travers le monde, là. Si on commence à changer nos comportements, C'est cette forme d'introduction qui me semble aujourd'hui pas tout à fait essentielle, cette modestie, mais cette volonté de travailler en dehors de nos cartographies vraiment habituelles, quoi. On a l'habitude, en gros, d'avoir toutes les réponses à l'intérieur du port. Aujourd'hui, on va en haute mer, donc on va pas dire le port est en haute mer. Vraiment aller au grand large en disant ben, c'est ça notre travail aujourd'hui et avec l'ensemble des acteurs. Et je pense que si on n'a pas cette énergie et cette non-trouille vis-à-vis de ces défis, on peut pas en sortir. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que dès qu'on injecte cette confiance et cette ouverture, il y a un enthousiasme de fond parce que les gens se disent ah oui, c'est vraiment ça notre problème, quoi. Et on va y travailler. Et à ce moment-là, on découvre qu'ils ont des astuces, tout à fait, des moyens de faire, des réflexions tout à fait intelligentes et mobilisantes, et donc ils nourrissent une dynamique positive. Et c'est cette dynamique positive qui est, je crois, le plus essentiel aujourd'hui. mais tu sais, Patrick, c'est hyper intéressant. Puis justement, tu sais, quand tu parles euh, tu sais, d'avoir le courage de travailler sur des solutions qui n'existent pas. En fait, puis c'est super intéressant parce que c'est ça qu'on fait, nous, dans le programme en résilience risque et catastrophe. Chaque semaine, on leur soumet une situation de problème pour laquelle il n'existe pas de solution unique. Donc, la solution se retrouve, si on a trois équipes, ben, à chaque fois, la partie de la solution se trouve à l'intérieur de ce que chacun a trouvé
Donc, ils sont 3 ou 4 ou 5 dans une équipe. Ils trouvent une solution, l'autre équipe en trouve une, et collectivement, ben, on a une nouvelle solution qui apparaît. Il faut apprendre à générer ces solutions-là. Comme on le disait plus tôt, moi, je pense qu'on sait comment. Donc, ça existe un peu partout. On ne sait juste pas comment le mettre en commun. Et justement, c'est ça le défi, en fait, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de réponse unique, c'est de faire, de mettre en place les mécanismes pour se mettre en action. C'est ça qu'il va falloir faire et il va falloir apprendre à, à trouver une solution commune qui va évoluer à travers le temps. Donc, la solution d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain et ne sera pas celle de l'année prochaine, mais elle va évoluer à travers le temps, puis on va se donner le droit qu'elle évolue à travers le temps. Et ça va être hyper important pour la suite parce que euh, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, il va falloir qu'on puisse réagir constamment et avoir cette énergie-là. Puis j'aime bien, effectivement, c'est du courage que ça va prendre pour pouvoir justement mettre ça en branle et accepter cet état de fait-là qu'on ne sait pas tout. Parce que c'est très difficile. Tu sais, toi, de ton côté, Patrick, tu travailles avec des dirigeants, mais aussi au Québec, tu sais, avec des municipalités, avec des dirigeants d'entreprise. Euh, Leur dire non, tu sauras pas tout, donc tu fais quoi maintenant? Parce que de toute façon, le temps que je te demande qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu sais, ça vient déjà de changer. Puis c'est dynamique et on a de la difficulté avec cette dynamique-là de système pour prendre des décisions. On aimerait ça tout le connaître. Et c'est ce qui fait qu'on a des tableaux de bord à pu finir, qu'on a des indicateurs à pu finir et qu'on est constamment bloqué. En fait, souvent les crises vont apparaître pour différentes raisons, mais il y a un des blocages à l'action vient du fait que j'en veux toujours plus comme information, parce que je pense que je vais prendre des meilleures décisions, mais en fait, j'en prends pas, donc je suis comme bloqué, puis je perpétue la crise de cette façon-là, parce que j'arrive pas à en sortir. Et dans cette ligne, peut-être, je crois qu'il y aurait un beau chantier pour des étudiants, c'est trouvez-nous les idées incroyablement intelligentes que vous avez vues à différents niveaux. Alors, ça peut être des dirigeants, ça peut être des citoyens. Trouvez-moi des trésors d'imagination opérationnelle. Et ça peut être très mobilisant. C'est mieux que de constamment faire la liste de tout ce qui peut nous tomber dessus, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est plus rassurant parce qu'on est justement dans l'action et on est porté vers les solutions. Et c'est ça que la population va avoir de besoin, c'est d'être porté sur les solutions parce que les constats sont pas agréables. Il y a eu énormément d'échanges d'informations là, très très importantes. Je vous remercie tous les deux. Puis pour conclure peut-être cette rencontre-là, j'aurais envie de poser une dernière question qui sont de manière plus large. Dans un monde idéal, quels seraient les progrès futurs que vous espériez voir dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes pour contribuer à rendre les communautés plus résilientes? Peut-être au regard de la thématique de la Journée internationale de réduction des risques de catastrophes qui se concentre autour des inégalités, est-ce qu'il y a des points que vous voudriez ramener là-dessus? Patrick? Bah, dans la ligne de ce que je viens de dire, ce qui serait passionnant, et c'est un peu ce que je fais avec vous là, c'est de travailler en permanence sur ce qui s'invente de mieux dans différents pays. Qu'est-ce que vous faites? Mais comment vous avez réussi, quoi? Et quelles impulsions et sur quoi vous êtes appuyé pour le faire? Et donc qu'il y ait, c'est pas du retour d'expérience sur un accident, c'est du retour d'expérience en permanence sur ce qui se fait de mieux sur ce sujet-là, à toutes les échelles, justement pour avoir un creuset d'énergie possible et d'idées en disant ces idées-là, c'est pas pour vous les appliquer, c'est juste pour vous nourrir d'une énergie positive parce que des gens ont osé, qu'ils ont fait. Ils peuvent même vous dire où ils se sont trompés, c'est pas un problème. Et voilà, être extrêmement actif dans cette recherche d'intelligence collective et à un niveau global, puisque les problèmes sont globaux aujourd'hui. Ça nous changerait un peu
de l'accumulation de désastres que nous vivons, qu'ils soient naturels ou géopolitiques. Oui, tout à fait. En fait, il faut valoriser ces initiatives-là. Il y en a, tu sais, il y en a à travers le monde, mais il y en a, tu sais, il y en a dans notre quartier, il y en a dans notre communauté, il y en a dans notre ville, dans notre région, il y en a à travers le monde. Il faut trouver une façon de valoriser tout ça, justement, tu sais, comme Patrick le disait, pour montrer que c'est possible. C'est pas, tu sais, quand on parle d'adaptation au changement climatique, on n'est pas en train de penser à quelque chose qui est impossible, qui va faire en sorte, c'est comme certains le prétendent, là, qu'on va retourner à l'âge de pierre, vivre dans une caverne et s'éclairer avec une torche et chasser notre nourriture. C'est pas ça. En fait, c'est possible. Il y a plein d'initiatives qui existent et il faut changer. Moi, je pense que graduellement, tu sais, mon souhait pour le futur, là, ça serait de qu'on change notre rapport au temps. Euh, on a un rapport au temps qui est limite, qui frôle limite la folie et la démence. On veut tout rapidement et on a perdu cette notion-là que les choses prennent du temps et on n'est pas prêt à s'en donner du temps. Tu sais, Patrick en parlait un peu plus tôt, mais souvent quand tu arrives à des dirigeants, tu leur dis, on vous a dégagé une marge de manœuvre pour intervenir, puis elle n'a pas besoin d'être de 3 jours. Parfois, tu leur dis, je vous ai dégagé une marge de manœuvre d'1 heure pour réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire pour la suite. Mais pour eux, ça enlève un stress et ça change complètement leur rapport au temps. Et là, ils se mettent dans un processus où ils trouvent ça. Donc, il va falloir collectivement que on accepte que des choses prennent du temps et qu'on change notre rapport au temps parce que c'est ça qui fait que tout est instantané, notre consommation est instantanée et qu'on a de la difficulté à changer nos comportements, ce qu'on voudrait qu'ils changent maintenant. Mais il ne changera pas maintenant parce que maintenant, c'est trop drastique, ça va faire mal. Faut se donner le temps pour justement s'adapter, avoir une certaine accoutumance à ce changement-là et amener tout le monde à le faire parce que il y a des gens qui sont prêts à y aller rapidement. Il y a des gens qui, tu sais, c'est certain que quand ton principal défi, c'est de savoir si tu vas manger ton repas ce soir, faut que je te donne le temps d'embarquer dans la machine et de suivre parce que sinon, ces inégalités-là, on va juste les perdurer à faire le temps. Ok, ben je pense que ça peut être le mot de la fin parce que je trouve il englobe très très bien à la fois parce qu'on a pu relever comme étant problématique, mais il ouvre aussi une certaine perspective, pas si horrible que ça vers l'avenir. Mettons qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'améliorer et encore beaucoup d'efforts à fournir, mais j'ai l'impression qu'on a déjà identifié pas mal d'actions qui sont possibles à mettre en place dans un avenir pas si éloigné que ça pour amorcer un changement. Voilà. Donc, je vais vous remercier tous les deux de vous être prêtés à l'exercice. C'est évident qu'on a besoin de ce genre de point de vue et de ce genre d'échange le plus souvent possible. Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir accueillis ici. Puis, tout le réseau est très, très heureux de vous avoir accueillis de la même façon.